Fin de parcours de Alain Bron. Extrait, page 91. Lu par Serge Cazenave. À la résidence des Pinsons, le mercredi soir était consacré au loto. Une fois la salle commune débarrassée des couverts du dîner, les résidents des 4 bâtiments venaient s'installer. Les plus valides se rangeaient devant, les fauteuils roulants près de l'allée et les éclopés, les poings enfoncés dans les reins. Le dos, monsieur, le dos, restait au fond. Impatients, tous attendaient Yolande, l'animatrice, dans cette odeur singulière qu'on retrouve dans toutes les maisons de retraite, mélange d'urine âcre, de produits pharmaceutiques et d'eau de Cologne. Elle arrivait toujours 10 minutes en retard, fardée outrageusement et vocalisée dans les toilettes avant d'entrer en scène. Un « ah » collectif annonçait son apparition. Longue robe de strass, 3 rangs de bourrelets, cheveux blonds platine. Sa voix stridente parvenait jusqu'au fond de la salle à toutes les oreilles, même déficientes. Aussitôt, la dame de service distribuait les cartons de loto et les sacs de jetons que chacun secouait en gage de réussite. Une fois le calme obtenu, non sans mal, Yolande annonçait les règles du jeu. « Mesdames et messieurs, ce soir, le temps accordé par la direction sera limité. Nous n'allons donc pas jouer à carton plein. » Un « oh » de désolation parcourut la salle. « Mais je vous rassure, nous allons faire double quine. » Un « ah » de soulagement célébra la promesse du plaisir. Presque tous les résidents participaient au loto, sauf Denise, qui avait renoncé à ce jeu après s'être obstinée à y appliquer les règles du Scrabble. Pierre, lui, se tenait au bord pour pouvoir s'éclipser au moment opportun. Je vous rappelle que le gagnant sera le premier joueur qui recouvrira 2 lignes de l'un de ses cartons. Il dira alors à haute voix « double quine ». Après vérification des numéros tirés, le joueur emportera cette magnifique coupe. Est-ce utile de préciser que le jeu consistait en réalité à faire devenir chèvre Yolande? Ce soir-là, les 2 premiers tirages se passèrent à merveille. Personne n'eut à redire. Au 3e sortit le numéro 6, la calamité des maisons de retraite. Certains placèrent un 6, d'autres un 9, et le cauchemar commença. Ceux qui avaient choisi le 9 ratiocinèrent en vain, puis crièrent à la triche et demandèrent l'annulation du tirage. Yolande garda une patience d'ange. Elle refusa, car le doute n'était pas permis, avec le tiré sous les caractères qui aidaient à ne pas confondre les 2 chiffres. Les premiers déçus quittèrent la salle avec une formule qui résumait parfaitement leur esprit de petits joueurs. Une infusion et au lit. À raison de 15 chiffres répartis sur 3 rangées de 9 cases, les contestations sur la diction de l'animatrice, le tremblement de certains et les vérifications implacables transformèrent le divertissement en camp retranché. Bien sûr, personne n'obtint un quine, et encore moins un double quine. Une couture de la robe de Yolande lâcha, et sa voix faiblit pour devenir un filet rauque. À 2 reprises, Pierre galamment lui essuya le front avec un mouchoir en papier. Dieu merci, le calme revint. Les pensionnaires discutèrent de tout sauf du loto, et bientôt la salle commença à se vider. Pierre se glissa entre 2 fauteuils roulants et prit discrètement congé. Au milieu de la coursive qui reliait les différents bâtiments, il ouvrit la porte extérieure et s'échappa dans la nuit vers le fond du parc. Derrière la mare se trouvait un cabanon de bois assez vaste et à l'allure abandonnée. Il y pénétra sans bruit par l'arrière, déplaça une armoire vide, souleva une trappe et disparut sous terre. Page 95. Chapitre 6. Pierre avait repéré ce cabanon 5 ans auparavant, dès son arrivée à la résidence des Pinsons. D'apparence banale,
Le bâtiment était serti sur une ancienne ruine où subsistaient quelques pierres éboulées. Le toit de shingle paraissait plus récent, malgré une gouttière qui pendait le long d'un pignon. Partout le lierre grimpait, se ramifiait et mangeait inexorablement les parois. L'été, de hauts chardons d'un bleu électrique poussaient au bord de la façade. Une fois contourné cet étrange abri, Pierre avait constaté que la porte d'entrée était barrée de planches clouées, mais qu'une partie de la cloison opposée bâillait comme pour l'inviter à y pénétrer. Il ne s'était pas privé de s'y glisser en écartant la végétation. À l'intérieur, une fenêtre à petits carreaux couverts de poussière éclairait d'une lumière vaporeuse une armoire colonisée par des toiles d'araignée. Rien d'autre contre les murs chaulés, ni par terre, sauf une trappe sur le côté qu'il avait soulevée avec l'excitation d'un orpailleur. Sous ses pieds s'étaient ouverts des escaliers de calcaire usé qui descendaient d'un étage vers une lourde porte de chêne sans serrure. Derrière, il avait découvert une grande salle voûtée, aux colonnes richement sculptées de feuilles d'acanthe. Une odeur de salpêtre dominait les lieux. Une fraîcheur constante devait y régner toute l'année. Seule une table et 2 chaises invitaient le nouveau venu à y revivre un mystère séculaire. Aussitôt, Pierre avait décidé d'en faire son atelier, loin des yeux de ses visiteurs quotidiens. La première initiative avait été de poser un cadenas sur la porte souterraine. À sa grande surprise, personne n'avait tenté d'y pénétrer durant les 3 mois suivants. L'endroit lui avait donc paru idéal pour préparer ce qu'il appelait son projet rédempteur. Il y avait installé un éclairage sur batterie qu'il rechargeait régulièrement dans son studio. Ce soir-là, il alluma les 3 fortes lampes à LED, enfonça un bonnet de coton sur la tête et appliqua un masque d'hygiène devant la bouche et le nez. Puis il sortit de son étui l'indispensable paire de gants en latex pour ne pas laisser d'empreintes. Le dos de ses mains portait 3 grosses veines bleues, une myriade de tavelures et quelques poils blancs. Il ne tremblait pas, ou très peu, la fierté de sa grande vieillesse. Il passa les gants, les ajusta et se mit au travail. Devant lui se trouvait le colis qu'il avait reçu dernièrement. Il l'ouvrit et dégagea du carton d'emballage les 2 épais volumes de Victor Hugo, L'homme qui rit et le théâtre en liberté. Il sortit alors de sa poche un petit sac de nylon et en retira avec une pincette les mouchoirs en papier avec lesquels il avait essuyé le front de Yolande. Elle mériterait une médaille, Yolande, pensa-t-il. Avec soin, il les tamponna sur la couverture du premier livre, puis il les frotta sur la tranche du deuxième. Victor Hugo a hérité de l'ADN de Yolande. C'est pas tous les jours qu'un tel événement peut se produire, marmonna-t-il en remettant les volumes dans le carton. Il ne lui resta plus qu'à emballer la boîte avec du papier kraft et coller l'étiquette qu'il avait imprimée. Satisfait, il replaça le nouveau colis dans un sac plastique et rentra chez lui dans la nuit jusqu'à la coursive principale. Les derniers joueurs de loto quittaient la salle commune en vantant les qualités hors pair de Yolande. Pierre abonda en leur sens et ajouta impassible « Eh oui, elle gagne sa vie à la sueur de son front. » Le lendemain matin, il pria Igor de prendre le paquet sur la commode et lui donna quelques euros pour le poster.